Chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est Sciences Politiques Bokeh. Nous avons le souci de poursuivre cette vidéo qui correspond à la deuxième partie de la première vidéo parce que nous avons eu une interruption. Et donc, nous allons appeler en filigrane quelques éléments de la première vidéo pour l'introduction. En fait, nous avions dit que l'émigration dans laquelle les médias nous parlent d'une grande manifestation de milliers de ressortissants à Paris, nous avons dit que l'immigration a un rôle important de caisse de résonance dans la perspective de solidarité, de soutien, caisse de résonance par rapport aux luttes nationales. Nous avons fait un comparatif avec l'émigration algérienne du temps de la révolution algérienne, de l'ex-département français d'Algérie, devenu indépendant par un long mouvement de libération. Et donc, le constat, c'est que, en fait, notre immigration, on peut l'évaluer aujourd'hui à 1,4 million personnes. Qui s'ajoute aux 900 000 personnes, disons 900 000 habitants si on réunit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, ça fait beaucoup. Et donc, en dépit de cette réalité, nous avons dit que cette immigration, elle est en quelque sorte privée. Non seulement elle n'a pas déterminé clairement par rapport aux gilets rouges, hein, pour ne pas les nommer, à partir de leur manifestation, leur mobilisation, il n'a pas été déterminé des positions politiques très claires par rapport à la décolonisation, la lutte de libération nationale, les perspectives du mouvement ouvrier de la paysannerie, de créer un État martiniquais et de nationaliser les biens coloniaux. Donc pour nous, nous avons expliqué que le mal colonial, il faut en finir et c'est la seule, le seul moyen, la décolonisation, c'est le seul moyen de se débarrasser du mal colonial. Donc, nous avons dit que toute émigration prend ses responsabilités dans une réalité coloniale, mais nous sommes dubitatifs concernant l'émigration antillo-guyanaise de 1,4 million personnes parce que rien n'a été défini. Alors, nous avions aussi parlé du fait que il y a aussi des garde-fous statutaires puisque contrairement à 1975-76, les ressortissants de l'immigration ne peuvent pas voter pour prendre part à une consultation référendaire dans leurs territoires respectifs, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc. Nous avons vu aussi que effectivement qu'il y a un certain nombre, nous avons relevé un certain nombre de contradictions et alors nous nous sommes posé des questions par rapport à l'hypothèse que l'immigration n'est pas positionnée par rapport à l'autodétermination. Elle ne peut pas pratiquement participer à un vote concernant des décisions sur le sol national pour ou contre l'indépendance de la Martinique, de la Guadeloupe, la Guyane. Donc, par conséquent, cette immigration non plus, elle ne peut pas prétendre vouloir se mobiliser pour créer un État afro-descendant dans l'Hexagone,
tel que Malcolm X préconisait aux États-Unis, un État pour les 33 millions de Noirs. Donc, que reste-t-il comme provision contestataire à l'immigration en France? Les gilets rouges, hein, qu'on va dire. Pourquoi nous disons des gilets rouges? Parce qu'il y a une concordance dans le mode opérationnel des gilets rouges et des gilets jaunes. Donc, nous avons expliqué ça dans la première vidéo. Et maintenant, nous pensons qu'il ne reste pas grand-chose comme provision contestataire à l'immigration en France. Et donc, vu l'importance qu'ils ont donnée à cette manifestation des milliers de manifestants dans les rues, nous pensons que c'est une stratégie des Gilets rouges pour ne pas payer le prix de la contestation, parce qu'en fait, ils ne courent pas le risque d'être déportés. La France coloniale n'est pas aussi bête pour prendre de telles décisions comme elle a fait pour Georges Faisan et autres. Et donc, aussi, nous avons vu que le mouvement des Gilets rouges n'assume pas ses responsabilités par rapport à la question de l'indépendance nationale qui correspond à la réunion des courants indépendantistes en Azerbaïdjan. Et donc, et aussi, il y a une appréhension, une peur, puisque c'est ainsi que nous expliquons le voyage à Paris pour une mobilisation, peur d'assumer les dégradations, la casse, et donc peur d'assumer la responsabilité insurrectionnelle. C'est pour ça que nous disons que qu'est-ce qu'il reste comme provision contestataire aux Gilets rouges au niveau local, hein, Martinique, Guadeloupe, et aussi au niveau de l'immigration. Alors, pour poursuivre, parce que nous avons un problème d'interruption, alors nous disons que, en fait, il n'est pas question de percevoir les Gilets rouges comme un mouvement de libération réelle, parce qu'un mouvement de libération réelle ne reste pas dans une réalité de mobilisation dans l'immigration, mobilisation sur le sol national, mais ces dirigeants politiques et militaires sont à l'étranger et organisent la résistance, assument la responsabilité des dégâts collatéraux, puisque, comment dirais-je, dans une lutte de libération nationale, il y a, comment dirais-je, de la répression, il y a des morts, il y a des assassinats, et que par conséquent, un vrai mouvement de libération, il a aussi des responsabilités par rapport aux emprisonnements, aux assassinats, aux attaques et tout ça que subissent ces peuples-là. Nous avons vu le cas en Palestine du génocide subi par les Palestiniens. Nous avons vu différentes répressions subies et qu'un mouvement de libération assume. Donc, on peut dire que les Gilets rouges ne sont pas un mouvement de libération. Mais il y a un certain nombre de questions problématiques que nous nous posons. Est-ce que dans la réalité de, comment dirais-je, décoloniale pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, est-ce que l'émergence sous cette forme d'un mouvement qui n'est pas habilité vraiment à secouer le joug colonial, est-ce que ce n'est pas un barrage, l'occupation d'un espace qui serait mobilisateur mobilisateur en fonction des objectifs de libération nationale que le mouvement des Gilets rouges, c'est-à-dire occupe par défaut d'un mouvement de libération, du mouvement ouvrier, du prolétariat,
paysannerie de libération nationale anticapitaliste. Donc, est-ce que l'existence du mouvement des Gilets rouges sous cette forme dans l'immigration et sur le sol national n'est pas un barrage qui mobilise des populations à des fins qui ne sont pas celles requises pour la libération nationale, pour l'indépendance nationale, etc., etc. Donc, est-ce que ce n'est pas, on va dire, pas une perte de temps, parce que la vie chère, nous avons dit que nous sommes pour accélérer le processus contre la vie chère par rapport à l'électricité, l'eau, les loyers exorbitants des HLM, les pièces automobiles, la SARA pour l'essence et pour le gaz, etc., etc., les impôts, tout ça. Donc, c'est une bonne chose, le processus de manifestation pour la vie chère, mais mobiliser le peuple dans l'immigration et sur le sol national martiniquais et aussi en Guadeloupe sans perspective véritablement qui correspondent au positionnement d'un mouvement de libération de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, c'est aléatoire et ça pose problème. Est-ce que l'émergence de ces gilets rouges comme les gilets jaunes, eh bien, avec une similitude par rapport au mode opératoire, n'est pas un barrage au vrai mouvement national de libération. D'autant que il faut dire que c'est une aubaine, cette réalité de vacances, on va dire, c'est une aubaine pour le néocolonialisme, puisque nous avons vu que Alfred Marie-Jeanne, Francis Carole, Marie-Sainte, etc., et de nouvelles têtes au niveau du mouvement d'Alfred Marie-Jeanne qui a trahi les objectifs de libération nationale, se présentent dans l'immigration et sur le sol national aux côtés des Gilets rouges. Ça veut dire qu'il y a une recherche de faire valoir en surfant dans l'Hexagone et aux Antilles-Guyane sur le mouvement de la vie chère et des Gilets rouges à côté des têtes de pont, des responsables de ce mouvement. Et c'est pareil aussi pour les autres partis, les formations électoralistes qui se préparent pour des différentes élections qui vont venir, notamment les élections municipales et tout. Donc, nous avons constaté que tout le microcosme du néocolonialisme en Martinique et en Guadeloupe est en train de surfer sur ce mouvement qui rassemble des foules dans l'immigration en Martinique, mais qui ne répond pas aux exigences de la décolonisation. Donc, c'est pour cela que nous disons que le système capitaliste a toujours créé des diversions pour remplacer le mouvement anticapitaliste, la lutte des classes par la lutte des races. Et donc, nous avons cette opportunité-là maintenant, puisque le néocolonialisme établit des plans pour les élections en surfant sur cette vague dans l'immigration et sur le sol national, alors que l'objectif des néocolonialismes martiniquais et guadeloupéens, c'est de stopper le processus étatique vers l'autodétermination, vers la nationalisation des biens mal acquis des colons et finalement de l'État martiniquais. Donc là, il y a une contradiction qui justifie les positions du camarade Élie de Mota et d'autres patriotes guadeloupéens et des AGR qui peuvent se poser des questions, notamment où est-ce que les Gilets rouges entraînent l'immigration? Où est-ce que les Gilets rouges entraînent des milliers de manifestations dans l'immigration et où est-ce que les Gilets rouges entraînent la lutte de nos peuples martiniquais, guadeloupéens et guyanais? Donc c'est une question pertinente qu'il faudrait se poser. Et donc, d'ailleurs, nous avons vu que de manière concomitante à l'émergence de ce mouvement des Gilets rouges,
eh bien, Alfred Marie-Jeanne, qui est l'artisan de la trahison de demi-siècle, comment dirais-je, de pseudo-indépendantisme, eh bien, c'est-à-dire qui est l'artisan de l'érosion par rapport à la collaboration départementaliste. Donc, il se met en train de refonctionner avec sa soi-disant charte et sa soi-disant médiatisation pour fonctionner un mouvement, c'est-à-dire le mouvement d'Alfred Marie-Jeanne, qui n'a eu pendant un demi-siècle comme mobile que la trahison. Donc, est-ce que cette réalité de confusion des Gilets rouges ne favorise pas une nouvelle trahison du néocolonialisme, puisque nous avons vu que tous les partisans de l'électoralisme, partisans des élections municipales, ils se mettent en position de manière à refonctionner dans la confusion pour désorienter la lutte de libération nationale. Donc, voilà, c'est ainsi que nous avons terminé notre deuxième partie, en rappelant qu'effectivement, il y a un comparatif à faire avec comment dirais-je, avec les gilets jaunes par rapport aux gilets rouges. Et nous avions dit que nous étions, dans la première partie, que nous étions étonnés que M. Maxime Nicole, qui donc le controversé alias Fly Rider, puisse être offusqué d'une de nos vidéos et qu'il nous envoie un message de ne plus lui envoyer des vidéos. Donc nous posons la question, est-ce qu'il n'y a pas des connivences entre les objectifs, le mode opératoire entre les gilets jaunes et les gilets rouges, pour ne pas les nommer, sachant que effectivement nous savons maintenant que les gilets jaunes, d'après les informations que nous avons sur Internet, hein, que lorsque nous posons la question à Google qui sont les vrais leaders du mouvement, ils nous disent que les gilets jaunes ont été créés par un certain Ike Shahinian, qui est un jeune entrepreneur qui a fondé le mouvement des gilets jaunes. Donc maintenant, nous avons établi des analogies entre le mode opératoire, le fonctionnement des gilets jaunes en France et les gilets jaunes dans l'immigration et les gilets rouges, pour ne pas les nommer, dans l'immigration et aussi sur le sol national. Donc on s'interroge puisque effectivement les méthodes des gilets rouges décriées par les syndicalistes dont Elie Domota, qui pose la question, ben, comment se fait-il qu'au départ, vous aviez estimé que vous ne vouliez pas collaborer avec les syndicats ni avec les partis politiques, et maintenant vous venez en Guadeloupe pour essayer de pactiser avec nous. Donc, ce qui exprime le droit de réserve et d'observation du camarade Elie Domota que nous soutenons dans cette réalité, puisque, en définitive, pour conclure, nous constatons que les gilets jaunes dans l'immigration et sur le sol national, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ont les mêmes méthodes. Les gilets rouges ont les mêmes méthodes que les gilets jaunes, c'est-à-dire vouloir se distancier des syndicats, vouloir émerger comme une force nouvelle, ça veut dire, on ne sait pas, une force nouvelle qui prend son point de départ de création, où et comment, et qui a quel objectif par rapport aux fondamentaux de libération nationale, de souveraineté, d'autodétermination. Et nous avons vu le résultat catastrophique pour les gilets jaunes en France, qui, en dépit de leur volonté de distanciation, ils se sont ralliés finalement aux syndicats et aux partis politiques
Et donc, ils n'ont pas tiré la leçon puisque les gilets jaunes ont été massacrés par Emmanuel Macron, mais quand même, lors des élections, ils ont suivi les stratégies maçonniques de Jean-Luc Mélenchon qui ont conduit à une catastrophe puisque, effectivement, ils n'ont pas pu se débarrasser, bien que Macron ait systématiquement réprimé, borgné, emprisonné, réprimé et tué même des gilets jaunes. Eh bien, Emmanuel Macron est toujours là, puisque les gilets jaunes qui ont finalement décidé de collaborer avec les syndicats et les partis politiques dans la perspective des élections présidentielles, eh bien, ils n'ont pas réussi leur coup puisque, c'est-à-dire la défaite a obéi à la stratégie maçonnique de Jean-Luc Mélenchon qui a fait que, bien que la gauche ait remporté les élections, mais que Macron est toujours au pouvoir et que la gauche n'a aucune perspective de changer cette situation, même après, comment dirais-je, une procédure comment dirais-je, de destitution de Emmanuel Macron. Donc, considérant les similitudes du mode opératoire entre les gilets jaunes en France et les gilets rouges dans l'Hexagone et sur le sol national en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, donc en Martinique, en Guadeloupe. Donc nous retenons le droit de réserve et d'observation de Elie Domouta pour savoir quelle sera la suite, pour voir là où ça nous ramène, puisque en définitive, très certainement, nous avons des éléments comme quoi les Gilets rouges ne se sont pas prononcés ni pour l'autodétermination, ni pour l'État martiniquais ou guadeloupéen, ni pour, comment dirais-je, ni pour la création, ni pour les nationalisations, ce qui fait que la question se pose, est-ce que l'émergence des Gilets rouges n'est pas une stratégie de barrage au mouvement ouvrier, n'est pas une stratégie de barrage à la continuation de la lutte de libération nationale pour un État martiniquais? Donc cette question, nous sommes obligés de la poser dans la réalité actuelle avec les éléments que nous avons. Donc nous vous remercions, chers auditeurs, et pour comprendre toute cette vidéo, nous vous invitons à consulter la première partie et aussi cette deuxième partie. Et donc, nous vous remercions à la prochaine intervention. Cela fait 3 interventions sur la question de la vie chère et des gilets rouges. Nous sommes d'accord pour, comment dirais-je, la contestation de la vie chère, et nous le répétons, vie chère contre l'électricité, l'eau, contre les pièces automobiles des mêmes consortiums, contre les loyers chers de la CIMAR et des multinationales de SMHLM, mobilisation contre la vie chère des impôts qui frappent les plus petites bourses, etc., etc. Et donc, il y a lieu effectivement de soutenir un mouvement qui prône des actions contre la vie chère, mais mobiliser toute la population, mobiliser une partie de la population sur le sol national martiniquais, guadeloupéen, et des milliers de gens dans l'immigration, sachant que l'immigration ne joue pas son rôle de caisse de résonance par rapport à la lutte sur le sol national martiniquais et guadeloupéen. Sachant aussi que cette immigration, elle est muselée par rapport à ses prérogatives référendaires, parce que depuis 1945, 1975-76, eh bien, le système colonial a mis des garde-fous concernant le vote des ressortissants des AGR, anti-guyanais, réunionnais, par rapport à des décisions concernant l'avenir sur le sol national. Donc, pas de possibilité de vote par correspondance, pas de possibilité de vote par procuration. Donc, nous disons que le rôle accroît et réduit le rôle de l'immigration manifestée par milliers seulement par peur d'être déportés
ou par peur d'être judiciarisé, eh bien, cela n'a aucun rapport avec la lutte des émigrations dans le cadre des luttes de libération nationale, et nous avons donné le rôle positif de l'émigration de l'Algérie, ex-département français, dans la lutte pour soutenir le mouvement de libération nationale. Ainsi se termine notre intervention. C'était Sciences Politiques Bocaille, et donc nous vous remercions et à la prochaine vidéo.